Nous allons inviter pour faire la récapitulation de cet événement, enseignement et opportunités pour le futur, M. Rodolfo Jiménez. M. Jiménez, il est licencié en économie. Aussi, il est ex-professeur de l'Université du Costa Rica. Il a été directeur de la Banque centrale du Costa Rica, membre de l'Académie de l'Amérique centrale, vice-président de l'Association costaricaine d'organisation de développement Acorde et conseiller de la présidence de la République du Costa Rica, auteur de recherches. Et en 1985, il a reçu la premiation Ancora du journal La Nation pour le livre Costa Rica, crise et empauvrement avec Lizano et Céspedes. Je vous demande un applaudissement pour M. Jiménez. Bon après-midi, merci beaucoup. Je veux remercier Javier Cascante et son équipe de la SUGEF aussi pour leur effort en organisant cet événement, et je veux joindre à l'hommage du Dr. Claudio González Vega. Donc Claudio est un maître, un ami, et ce que nous avons eu été ses étudiants. Il nous arrive deux choses. D'abord, on continue à être des élèves éternellement, Don Claudio. Et en plus, nous maintenons avec Don Claudio une relation comme si nous étions ses enfants. C'est-à-dire, Don Claudio, je suis très content que vous ayez pu nous accompagner aujourd'hui. Bien, je dois compétir avec des choses très compliquées. Si je vous dis que j'ai une présentation de 3/4 d'heure, vraiment, vous allez me lancer quoi que vous ayez dans votre main. J'aimerais faire donc un résumé très court et en tirer quelques conclusions en relation avec le cas du Costa Rica. Le résumé que je vais faire est totalement biais dans le sens que il est en ligne avec ce qui nous intéresse du point de vue de formulation de politique économique et de politique dans la thématique d'inclusion financière. D'abord, je vais le faire d'une façon télégraphique pour en être bref. C'est des termes de concept. Derrière une bonne politique, il y a des bons concepts. Et je crois que cet événement-ci va laisser au Costa Rica des très bons enseignements sur une série de concepts que nous ne devons pas oublier. Un concept est que la réussite de l'inclusion financière est quelque chose de beaucoup plus ample de ce qu'originellement nous avions imaginé dans le cas du Costa Rica. Normalement, le concept est très étroit quand au Costa Rica on en parle d'inclusion financière. Dans le passé, on pensait seulement comme un crédit agricole pour le petit producteur. Après, on a amplifié un peu pour les PME, mais aujourd'hui, après ce séminaire, il est très clair que le concept de inclusion financière traçant, ce sont des microfinances, des services financiers, des services d'épargne et d'autres services financiers qui doivent vraiment être présents quand on parle d'inclusion financière. Aussi, le concept est beaucoup plus ample, pas simplement ces financements pour la production de petits entrepreneurs, mais c'est le financement des personnes et le financement des foyers. En particulier dans ces segments, quand les décisions de consommation et de production sont interrelationnées, où le foyer est producteur et consommateur à la fois. Le financement, il faut le voir dans cette interrelation. De telle façon que quand on parle en finance de production, on voit qu'une partie du phénomène d'inclusion financière. Il va falloir donc aussi
influencer le financement du foyer, de loyer, de la consommation. Il est important de ne pas oublier le concept d'inclusion financière est plus ample que celui que nous avons imaginé et celui que nous avons eu dans la discussion publique dans ce pays. Le deuxième concept est que quand on écoute ce qui a été dit dans ce séminaire ces 3 jours et la thématique de relevance, au Costa Rica, on a dédié beaucoup plus de temps au thème de taux d'intérêt et de taux d'intérêt contrôlé, quand en réalité, ce n'est pas nécessairement le thème central. Bien sûr, il faut comprendre et il nous donnerait beaucoup plus de clarté, comprendre dans quel segment et pourquoi les taux sont hauts. Est-ce qu'il y a des conditions de monopole ou ce sont des segments à de gros risques ou très coûteux, ou bien est-ce que les opérateurs financiers ne sont pas en train d'utiliser les technologies financières adéquates. De cette façon, comme pays, je crois que ce concept doit nous amener plutôt à un thème central des microfinances qui a à voir aux technologies financières, de comment produire et amener les services financiers. C'est un thème central et clé. Les technologies traditionnelles de la banque ne sont pas applicables aux segmentations des microfinances. C'est un thème qui est clair. Ce qui n'est pas si clair, c'est que quelles sont les technologies des microfinances, parce qu'ils peuvent être de grandes variétés. Quand on fait attention à des segmentations très hétérogènes, il n'y a pas une seule recette pour prendre soin des microfinances d'un point de vue d'une technologie adéquate, une technologie qui fait que le produit soit de qualité et que le produit soit rentable. Ici, il y a une thématique clé qui doit être associée avec l'innovation et de la technologie, avec l'adoption de technologies et d'apprendre des expériences internationales. Quand je parle de technologie financière, je ne parle pas seulement de téléphone mobile ou de l'ordinateur ou bien de la tablette. Je parle de l'ensemble de tous les processus. Comment est-ce qu'on fait le processus, comment est-ce qu'on gère l'information, comment on établit les intensifs pour produire ces services financiers. Ceci est le thème central où, en plus, au niveau d'innovation technologique, il y a d'innovation, une espèce de bien public avec une certaine quantité d'externalités et plusieurs fois pas nécessairement le marché produit ces innovations technologiques. Le 4e thème conceptuel et donc Claudio le dit toujours et il a insisté, il faut le rappeler aujourd'hui aussi, c'est que le crédit est un instrument limité pour réussir beaucoup d'objectifs. Et dans le pays, toujours quand on parle de petites entreprises, on a comme une recette unique ou quasi recette unique, le crédit. Et beaucoup de fois, les problèmes sont associés à la productivité, sont associés à le marché, la consommation de technologies productives, de telle façon qu'on a beaucoup trop de foi dans le crédit. Ou bien parce que ces autres choses qui ne sont pas crédits sont beaucoup plus difficiles peut-être de désigner et de fournir aux petits producteurs. Donc, on pense qu'il est plus facile de parler aux banques de donner des crédits ou avoir une loi de banque de développement. C'est plus facile que de produire l'accompagnement aux micro et petites entreprises pour qu'elles puissent améliorer ces entreprises. Un autre concept dont on a parlé, et je crois que c'est une bonne incentive de cette activité, c'est la thématique de la régulation
et de la supervision prudentielle. Comment est-ce qu'on doit renforcer, l'inclusion financière? Il ne doit pas se voir comme des éléments qui sont en contreposition, sinon que plutôt ce sont des alliés. La stabilité du système, la santé financière doit être aussi associée à l'inclusion financière. Donc, je crois que ce sont les concepts. Du point de vue de pays, j'aimerais faire quelques réflexions. Dans quelle partie le pays est bien et dans quelle partie on a des faiblesses qui sont clés. Premier thème, le pays a des réussites importantes en accès à la population en matière de services d'épargne. Les enquêtes, on a fait deux du système bancaire, l'association bancaire du Costa Rica, on a vu que pratiquement 2/3 des adultes majeurs du pays qui ont au moins un compte bancaire dans une entité formelle. Et ceci nous place entre les pays qui donnent majeur accès aux services de dépôt. Dans cette tâche, qui est clé, ont participé les banques de l'État, particulièrement Banque nationale, Banque du Costa Rica et Banque populaire, qui sont les 3 banques les plus grandes, qui ont une trajectoire d'une ample présence géographique et qui se sont unis à ce processus, les banques privées, les coopératives d'épargne et crédit et les mutuelles. Et comme instrument de paiement des salaires, planillas pour les travailleurs assalariés à travers des mécanismes automatiques a fait que et a collaboré beaucoup dans cette ampliation d'accès aux services de dépôt. Le deuxième point aussi, nous avons un point fort dans le système de paiement, un paiement solide, moderne, qui a innové d'une façon importante. Ici, la Banque centrale du Costa Rica et Carlos Melegate ont été des facteurs clés dans cette tâche d'avoir un système de paiement qui permet l'interconnexion entre les différentes entités, les différentes entreprises, les différentes personnes. Où est-ce qu'on n'est pas si bien? Si bien nous avons les 2 aspects mentionnés comme positifs, nous avons une espèce de sub-bancarisation, c'est-à-dire nous avons beaucoup de clients, mais quelques avec des services très limités, c'est-à-dire pratiquement ils ont un compte d'épargne qu'on utilise très peu, qu'ils ont une carte de débit et le nombre de cartes de débit est très ample dans le pays et on l'utilise simplement dans l'ATM pour avoir le cash de journée de paiement et pour faire des paiements en cash. Donc, il y a vraiment un défi d'intensifier les utilisations de ces instruments. Le troisième point, on est très faible en accès au crédit des personnes et au crédit des foyers. Il est très limité. Dans quelques diapositives, dans des diapositives, on peut montrer si bien le pays est bien dans l'accès au crédit. En tant que personne, on est vraiment bas dans cette tâche. On a réussi l'accès dû au commerce. Le commerce qui donne des crédits pour des électrodomestiques importados. Moda Monge, Importadora Monge a joué un rôle essentiel pour donner du crédit à des segments qui ne sont pas informels et qui sont très loin du crédit traditionnel. Et bien sûr, la carte de crédit qui a joué un papier très important pour donner cet accès.
Ensuite, les banques avec des crédits pour les habitations, pour leur consommation, mais on a des limitations en tant que on a des systèmes d'information, mais on n'a pas une base de données consolidée des débiteurs du pays pour que les commerces et la banque et les fournisseurs puissent avoir une information plus complète. Et ceci pourrait réussir à avoir un meilleur accès tant que l'opération des intermédiaires et les intérêts qui payent les usagers. Point 5. Accès de micro-entreprises. On a des limitations très importantes. Si le discours politique était équivalent à l'accès des micro et petites entreprises, nous aurions un accès excellent. Mais il n'y a pas d'équivalence. Il y a toujours dans le discours politique une présence énorme du thème de l'accès, mais la réalité que nous avons est complètement différente. Dans une enquête que l'association bancaire a réalisée entre les PME, ce que nous avons vu, c'est que les principaux, ceux qui emmènent le crédit à ce secteur empresarial, ce sont les fournisseurs. Ceux qui vendent des marchandises à d'autres entreprises, ce sont les principaux fournisseurs. Après, c'est les banques. Nous n'avons pas une industrie de microfinance solide. Il existe des microfinancières, mais à la fin, elles sont petites. Leur échelle est petite. Et même maintenant, les technologies qu'on utilise sont très loin d'être les technologies de microfinance. C'est-à-dire, nous sommes sous-développés dans cette thème. Le pays a besoin de deux choses. D'abord, des thèmes d'information, avoir meilleur système d'information sur les débiteurs et les usagers sur les fournisseurs de crédit. Ici, il y a un thème, probablement les politiques publiques devraient faire ou avoir un impact important qu'ils ne l'ont pas eu jusque maintenant. Aussi, nous avons besoin de l'importation, de l'option ou bien de l'établissement de technologies des microfinances qui sont utilisées même maintenant d'une façon très escarce. Ce serait une contribution possiblement de politique publique la plus importante que d'établir de fonds de financement, parce que dans la discussion politique, on en parle beaucoup qu'il manque des ressources. Non, ce n'est pas une thématique de ressources, c'est une thématique de technologie pour arriver d'une façon efficace pour les micro et petites entreprises. Il ne s'agit pas de discuter sur les taux d'intérêt, mais plutôt de comment avoir les technologies qui arrivent à avoir des taux d'intérêt qui soient raisonnables. Le point 6, sur le Costa Rica. Les efforts en général sont désintégrés, c'est-à-dire il n'existe pas une politique, c'est plutôt des efforts dans certains secteurs de la partie publique, les intermédiaires financiers, des efforts dans des organisations privées, mais en général, il nous manque ce que moi j'appellerais ce 1.7, c'est établir une politique publique d'inclusion financière qui réussissent à intégrer des efforts, qui réussissent à établir une multiplication en intégrant comment on peut avoir des meilleurs résultats que quand on est simplement dans un niveau individuel. Ici, on devrait avoir un groupe, et je dis peut-être que la Banque centrale devrait l'intégrer, la superintendance SUHEF, le ministère de l'Éducation publique, dans les thèmes d'éducation financière, le ministère d'économie, industrie et commerce, les opérateurs
tant ceux qui sont régulés comme les opérateurs qui ne sont pas régulés, qui font attention à des microfinances. On devrait avoir un groupe qui design une politique pour que le pays puisse faire priorité au niveau de politique publique au terme de l'inclusion financière. Je crois que ce séminaire devrait être un antécédent important. Et en plus qu'il est organisé par la Superintendance d'entités financières, la SUHEF, qui est un organisme prestigieux du pays, en tant que technique, il devrait donc impulser, avoir un groupe de travail qui puisse faire le design d'une politique publique financière pour que tous ces efforts puissent s'intégrer et puissent additionner aux lacunes que le pays a et qui puissent confronter ces lacunes. Ça devrait être le fruit de ce séminaire qui nous donnerait à ce point-là. Merci. Bon, maintenant, pour nous donner des mots de fermeture, je vous en prie un applaudissement. Bueno, y ya ahora, para darnos unas palabras de cierre, quiero invitar acá al señor Daniel Szydlowski. Fuerte aplauso para él. Monsieur Daniel Szydlowski. Je m'excuse, j'étais en train de parler sans microphone. Il me fait vraiment plaisir d'arriver à ce moment-ci. On est vraiment presque à la fin. Vous ne pouvez pas relaxer. Je vous demande 5 minutes de plus. Nous avons vraiment eu des temps difficiles, 3 jours très exigeants. Ça a été 3 jours très intéressants. Il y a beaucoup pour digérer. Nous avons justement écouté un résumé extraordinaire. On a parlé des réussites, on a parlé des défis. Moi, j'avais préparé quelques réflexions en plus, mais je ne crois pas que ça vaut la peine parce que le résumé, on n'a pas beaucoup qu'à écrire. Ce qui voudrait peut-être donc commenter, c'est que le grand pas, c'est l'argent par téléphone mobile. Ça arrive et ça va faire une révolution dans toutes les parties du monde. C'est l'événement le plus grand. On sait que l'argent et des méthodes de paiement depuis qu'on a inventé le papier-monnaie. Vous voyez, 200 ans avec beaucoup de choses et pas beaucoup qui a été réalisé. Nous sommes en train de vivre un saut quantique qui vont changer beaucoup de choses. Dans quelques pays, on utilise la collecte d'un paiement pour les mouvements interplaces, c'est-à-dire entre villes, des banques. Ceci va disparaître. Les personnes vont mobiliser leur argent par leur cellulaire, les mobiles, et il n'y a pas de charge pour cela. Il n'y a pas de charge pour mobiliser d'une ville à l'autre. Ce sont des révolutions. Si on doit faire un paiement instantané et l'avoir de l'autre côté, pas simplement par un mouvement financier d'une entreprise à une autre, mais dans le cellulaire d'un individu, c'est incroyable. Une personne, par exemple, une dame, qui habite à Limón et son enfant est en train d'étudier dans les technologies au San José et il a besoin d'argent pour payer 200 colones pour son déjeuner. Et cette dame peut le faire par son téléphone mobile.
Ceci va changer beaucoup de choses, c'est impressionnant, et va affecter beaucoup plus que ce qu'est le mouvement de fond, parce que l'inclusion, l'intégration des individus, quand ils sont partie du système financier, ils commencent à permettre beaucoup de choses. Vous avez un pays petit relativement, un pays avec tout démocratique et très intégré. Mais regardez un pays comme le mien où il y a une cordillère des Andes et il n'y a pas beaucoup de routes d'accès. Les routes sont encore très rustiques et les problèmes de communication sont très graves. Ceci fait voir la thématique d'une façon tout à fait différente. Les citoyens sont à 50%, à moitié, à 65%, 80%. Nous ne sommes pas égaux dans le sens de comment nous nous sentons intégrés dans le pays. Mais la cordillère des Andes va disparaître. Nous allons tous être également intégrés. Ceci change tout, va changer les politiques. Je vous parie que dans l'année 2021, il va y avoir une élection complètement différente de celle que nous venons d'avoir parce que les cellulaires, les téléphones mobiles, 30 000 de Péruviens avec 30 millions de cellulaires et tout le monde va être intégré. Pour le 2021, on aura donc 10 millions de personnes connectées dans un même endroit. Les paiements vont changer complètement. Imaginez-vous le Brésil. N'importe quel pays où les communications sont mauvaises, il y aura des changements impressionnants. Donc, c'est ce qui vient à des pas de géant. Et il y aura des conséquences pour les juridictions petites et moyennes que les économies d'échelle en ce qui concerne l'argent électronique sont absolument impactantes. Et on requiert de volumes énormes pour que les coûts soient bas. Parce que les coûts ne sont pas bas. Il y a des investissements bas et il y a des investissements très grands. Il faut des investissements continus pour être à jour en niveau digital. Mais ceci est très facile de manipuler quand on prend vraiment partie de l'économie en échelle. Et il y a des économies qui sont à la marge des requériments, par exemple, pour avoir une économie d'échelle suffisante. Le Costa Rica, avec tout le respect, est un pays petit. Et Barbados, qui a une population de 200 000 habitants, est vraiment trop petite. Il n'y a pas de forme. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple, le Fidji, les îles du Pacifique Sud, ils ne vont pas avoir une économie d'échelle. Ils vont devoir se regrouper. Le même système doit fonctionner pour toutes les îles du Pacifique Sud et tout le Caraïbe aussi. Il doit avoir un seul système. L'Amérique centrale, évidemment. Le niveau d'intégration au niveau de paiement doit se mobiliser très rapidement. Il y a beaucoup maintenant de coïncidences entre les banques de la région. Il y a des banques ici qui sont en Honduras, qui sont en Guatemala, qui sont au Salvador. De fait, ils ont produit quelques intégrations automatiques des marchés, mais avec ce qui se vient, avec le thème de paiement, ils doivent s'intégrer au niveau de compétences. Ça a notre compétence, d'autres résultats, mais il faut l'avoir clair. Il faut s'intégrer, il faut s'assurer que ça marche. Donc, la prochaine tâche, c'est d'être compatible, de réguler d'une façon cohérente tout ce qui est argent électronique, parce que ça va être un prérequis. En tout cas, avec cette pensée, je ne veux pas approfondir en plus, mais il est de ma compétence avec la délégation de M. Cascante. J'aimerais donc procéder et donner pour conclure, procéder à la fermeture de cet événement. C'est un important séminaire et je remercie tout le monde de votre présence, votre attention. Vous souhaitez que vous ramenez tout ce qui a été appris et le digérer.
avec du temps et que vous nous donnez votre rétroalimentation parce que ceci soit un processus continu où tout le monde vraiment puisse apprendre. Merci encore et bonsoir. Seulement, il me reste vous remercier. Merci beaucoup et à la prochaine. Ça a été un plaisir de pouvoir vous accompagner. Merci beaucoup.